Une des principales difficultés que rencontrent tous ceux qui s'attellent un jour à retracer l'histoire du Japon consiste à faire la part des choses entre réalité historique et mythologie. La préhistoire, par exemple, telle qu'on l'a évoquée dans les épisodes précédents, n'a été étudiée que depuis récemment. Et par récemment, j'entends à partir du 19e siècle. Car comme le souligne le professeur Gérard Ciary de l'Université de Montpellier, les historiens japonais ont eu beaucoup de mal à admettre qu'il puisse exister une histoire non écrite. Et ce, en raison de l'idéologie prédominante dans le pays depuis des siècles, selon laquelle l'empereur est d'ascendance divine, tel que cela fut consigné et transmis dans les plus anciennes annales historiques existantes, le Kojiki et le Nihon Shoki. Ces deux ouvrages, tous deux rédigés au 8e siècle, constituent les fondements même de l'historiographie japonaise, ainsi que les uniques traces écrites relatant l'histoire du pays avant cette date. Basés sur le modèle des annales chinoises, ces deux textes sont en fait une compilation de toutes les traditions orales et éventuellement écrites dont on disposait alors et qui ont été minutieusement retranscrites de manière chronologique avant que les écrits potentiels ayant servi à leur création ne finissent par disparaître définitivement. Malheureusement, la volonté politique des empereurs ayant ordonné leur compilation a nécessairement prévalu dans les travaux réalisés par les rédacteurs de ce diptyque, que l'on désigne plus généralement au Japon sous le nom de Kiki, contraction des noms de Kojiki et Nihon Shoki. Cette volonté politique transparaît surtout dans le premier des deux ouvrages, dans lequel nombre d'éléments essentiels sont minimisés, voire passés sous silence. Le Nihon Shoki est donc celui des deux que l'on peut considérer non seulement comme le plus complet, mais aussi le plus accessible pour comprendre l'histoire de la lignée impériale. Car c'est de cela qu'il s'agit essentiellement. La motivation première à la compilation des données historiques disponibles au 8e siècle consistait avant tout à retracer la lignée des empereurs japonais et à la lier à la cosmogonie originelle ayant par la suite donné naissance au Shinto. C'est ainsi que les deux premiers rouleaux du Nihon Shoki, rouleaux de parchemin sur lesquels ont longtemps été rédigés les textes anciens, relatent l'origine du monde, autrement dit du Japon, créé par les différentes divinités du panthéon mythologique nippon, ainsi que leur descendance, pour arriver, à compter du troisième rouleau, à l'histoire de celui qui est aujourd'hui encore considéré comme le premier empereur du Japon, Jinmu, dont l'accès au trône remonterait à l'an 660 avant notre ère, autrement dit, à la toute fin de l'époque Jomon. L'écriture n'ayant fait son apparition au Japon qu'à l'orée du 5e siècle, on considère désormais que la plupart des premiers empereurs dont les histoires sont relatées dans le Nihon Shoki sont légendaires, au moins jusqu'au 3e siècle. Les dates de règne sont quant à elles avérées seulement à partir du 5e siècle. Pourtant, bien que tenant très certainement davantage du mythe que de la réalité historique, l'avènement du premier d'entre eux me paraît essentiel dans une série qui se veut la plus complète possible sur l'histoire du Japon. C'est pourquoi j'ouvre ici une parenthèse mythologique, afin d'intégrer à ce récit l'histoire de Jinmu telle qu'elle est rapportée et transmise depuis plus de 12 siècles maintenant dans le Nihon Shoki. Bien que né sur Terre, Jinmu serait donc, selon la mythologie, d'ascendance divine, puisqu'il est le fruit de l'union entre un des descendants à la 4e génération d'Amaterasu, divinité du soleil, et de la princesse Tamayori, fille du dieu de la mer. Ces ancêtres divins venus des plaines célestes s'étaient installés et avaient pacifié le territoire de l'actuelle île de Kyushu, au sud-ouest de l'archipel. Jinmu est en réalité un nom posthume d'origine bouddhiste, qui lui fut donné bien des siècles plus tard. Comme la plupart des anciens dieux, et tout comme l'immense majorité des empereurs japonais qui suivront, son véritable nom est particulièrement long et compliqué, d'autant qu'il est sujet à différentes prononciations selon la version des textes sur laquelle on s'appuie. Tout est question d'interprétation, le Kojiki et le Nihon Shoki ayant été rédigés dans un mélange de chinois et de japonais anciens. On s'accorde aujourd'hui pour dire que son nom originel était Kamuyamato Iwarebiko Ohodemi no Mikoto. Pour plus de commodité dans la suite de ce récit, je conserverai bien sûr celui de Jinmu. Bien qu'étant le plus jeune d'une fratrie de 4, Jinmu avait hérité du rôle de chef de son territoire. D'après les historiens qui se sont penchés sur cette question, on pense qu'il devait effectivement être un chef guerrier régnant sur Kyushu.
C'est donc à lui que l'on prête la décision de se mettre en route vers l'est pour partir à la conquête du reste de l'archipel, dans le but de rejoindre un lieu bien précis. Une plaine entourée de 4 montagnes, un lieu idéal pour bâtir une capitale. Un endroit dont il ne connaissait l'existence qu'à travers les récits de voyageurs venus des contrées lointaines à l'est de l'archipel. Il avait également entendu dire que, dans l'archipel, chaque village disposait de sa propre autorité et qu'il leur arrivait de s'affronter les uns les autres. Un modèle très différent de celui qui régnait dans le Kyushu et auquel il résolut de mettre un terme afin que l'ensemble du monde qu'il connaissait, autrement dit l'archipel japonais, soit uni et pacifié par lui, descendant en droite ligne d'Amaterasu. Jinmu et les siens vont alors quitter le Kyushu, puis traverser la région actuelle du Chugoku, la plus à l'ouest de l'île principale de Honshu. Le parcours sera long et entrecoupé d'étapes dont certaines dureront plusieurs années, car les guerriers du Kyushu prendront le temps nécessaire pour se constituer une petite flotte de navires afin d'avancer également par la mer intérieure. C'est ainsi qu'ils finiront par accoster dans ce qui est aujourd'hui la baie d'Osaka et tenteront alors de continuer leur route vers l'est, vers ce qui deviendra plus tard la région de Nara. Mais c'est là qu'ils rencontrent leur premier véritable obstacle. Le passage les conduit sur les flancs du mont Ikoma, où ils subissent l'attaque des armées de celui qui règne sur la région nommée Yamato, Nagasune Biko. L'assaut obligera Jinmu et sa troupe à rebrousser chemin et à reprendre la mer. Mais dans le feu de l'action, son frère Itsuse sera gravement blessé. Et tandis que les guerriers pansent leur plaie, Jinmu en arrive à la conclusion que s'ils ont subi une défaite, cela tient au fait qu'ils ont combattu face à l'Est, en arrivant de l'Ouest. Un raisonnement expliqué par la mythologie. Le soleil a toujours tenu une place importante dans les mythes des différentes civilisations. Le Japon, que ses habitants surnommeront plus tard le pays du soleil levant, ne fait pas exception à la règle. Descendant de la déesse du soleil Amaterasu, Jinmu aurait ainsi attribué l'issue de la bataille au fait qu'ils ont combattu face au soleil. Autrement dit, c'est comme s'ils avaient osé affronter Amaterasu elle-même. Pour l'emporter, il faudra donc contourner le problème, au propre comme au figuré. Les navires font alors le tour de la péninsule de Kii et la troupe accoste cette fois dans l'actuelle région de Kumano. Malheureusement, Itsuse, le frère de Jinmu blessé lors de la précédente bataille, succombe à ses blessures durant ce trajet. Ayant débarqué à Kumano, la route à travers les montagnes s'avère particulièrement ardue et les troupes de Jinmu progressent lentement, ne sachant trop quelle direction prendre. Une nuit, celui-ci aperçoit en songe la déesse Amaterasu qui lui annonce l'envoi de Yatagarasu, un corbeau à 3 pattes chargé de les guider à travers le pays. Et effectivement, le lendemain, ce corbeau fera son apparition et se mettra désormais à précéder les troupes du futur empereur. Mais malgré ce guide inattendu, le parcours de Jinmu et de ses hommes sera semé d'embûches. En chemin, ils croiseront de nombreux brigands qu'ils devront combattre, souvent par la ruse, et affronter différents chefs de clans et de villages refusant de se soumettre à l'autorité du descendant d'Amaterasu. La traversée des montagnes de la région de Yoshino ne se fera donc pas sans mal avant qu'ils n'arrivent à nouveau en vue du territoire de Nagasune Biko. Le combat s'engage donc une nouvelle fois entre les deux armées. Et à nouveau, la victoire semblait acquise à Nagasune Biko lorsqu'un nouvel événement de nature mythologique vint redonner l'avantage à Jinmu. Un oiseau doré descendit des cieux et se posa sur son bâton. Il brillait intensément et sema ainsi le doute dans l'esprit de Nagasune qui demanda à rencontrer Jinmu. Il expliqua à celui-ci qu'il protégeait le territoire d'un autre descendant divin, Nigi Hayai, lequel avait épousé la sœur de Nagasune avant de retourner dans les plaines célestes. Par conséquent, il ne pouvait croire que Jinmu fût lui aussi issu d'une lignée divine. Chacun d'eux exposa alors à l'autre des objets prouvant leur ascendance divine, en l'occurrence des flèches ornées de plumes d'origine céleste. Mais la mythologie intervient à nouveau pour nous montrer comment le caractère belliqueux de Nagasune eut finalement raison de lui. Déçu par son beau-frère, Nigi Hayai descendit une nouvelle fois des cieux et prit la vie de Nagasune.
Ainsi vaincu, sa famille et ses descendants deviendraient plus tard le clan Mononobe, un des clans les plus proches de la cour impériale puisque chargé des rituels Shinto. Une fonction qui trouve ainsi son origine ici, dans la légende de Jinmu, telle que rapportée dans le Nihon Shoki. Après la mort de Nagasune, le Nihon Shoki rapporte comment Jinmu finit de pacifier toute la région. Bien que le ton du récit soit relativement léger, il relate la manière dont son armée massacra sans vergogne toute velléité d'opposition. C'est là un des aspects les plus cyniques de l'histoire, et qui montre à quel point l'objectif de ces premières annales historiques était sans équivoque. Lier la lignée impériale à une ascendance divine, et choisir celui qui, le premier, sut se montrer assez fort pour venir à bout de tous ses adversaires pour imposer son règne sur le pays. En l'an 660 avant notre ère, si l'on s'en tient au récit du Nihon Shoki, Jinmu fonde ainsi la première capitale du Yamato, futur Japon, à Kashihara, au pied du mont Unebi, considéré comme le centre du pays. C'est également ici, sur le mont Unebi, que la légende situe la sépulture de Jinmu, décédé, selon ce récit, 76 ans plus tard, à l'âge de 127 ans. Bien entendu, cette histoire ayant été compilée à partir d'une tradition orale et de vagues traces écrites près de 15 siècles plus tard, les historiens se perdent en conjectures sur l'idée même de la véracité d'un seul détail de ce récit. Pourtant, l'Empire japonais a bien eu un commencement. La région du Yamato est bel et bien son berceau, et par la suite, de nombreuses sépultures, postérieures à cette époque mais de quelques siècles à peine, ont été mises au jour dans la région. Les futures capitales du pays, jusqu'à l'avènement de Kyoto peu de temps après l'écriture du Nihon Shoki, seront toutes bâties dans ce secteur, il est vrai, particulièrement central dans l'archipel. Aujourd'hui encore, à Kashihara, on célèbre Jinmu et l'origine de la lignée impériale. Alors qu'un grand chef guerrier soit un jour parti de Kyushu il y a plus de 2600 ans pour conquérir le Yamato, et soit finalement parvenu à soumettre tous ceux qui se dressaient sur sa route, est-ce au fond si invraisemblable que cela ? Si l'on retire les interventions divines qui bien sûr ne sont là que pour renforcer le mythe et la grandeur du personnage, ou son âge canonique, le fait est que tout a un commencement, et qu'il fallait bien que le Japon trouve lui aussi le sien. Il est temps de refermer à présent cette parenthèse mythologico-historique pour revenir à l'histoire proprement dite, telle que l'archéologie est encore seule à ce stade capable de nous la révéler. Je relaterai néanmoins, à intervalles réguliers dans cette série, des histoires tirées du Kojiki ou du Nihon Shoki lorsque cela me semblera judicieux et propre à donner vie davantage à la grande histoire du Japon. En attendant, merci d'avoir écouté ce nouveau podcast jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez écouté sur Arden Café, merci pour votre fidélité à cette web radio et rendez-vous le mois prochain pour la suite. Si vous l'avez découvert sur YouTube, je vous invite à un tout petit effort supplémentaire, celui de laisser un petit like avant de partir. Et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Enfin, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Matane!